Je me souviens encore de cette nuit où j'ai appuyé sur la détente. Le sang de mon frère s'est répandu sur le parquet ancien de l'appartement haussmannien. Chaud et visqueux. Tandis que ses yeux qui m'avaient toujours regardé avec une pitié déguisée en supériorité, s'éteignaient enfin. Et pourtant, ce n'était pas lui la cible initiale de ma haine. Tout a commencé il y a 5 ans. Dans cette même Paris que j'aime et que je hais à la fois. J'étais Alexandre Duval. L'aîné des 2 frères. Celui qui avait toujours porté le poids de la famille sur ses épaules. Mon père, un avocat renommé du barreau de Paris, nous avait élevés dans l'exigence, les Duval ne plient jamais. Répétait-il avant de mourir d'un cancer foudroyant, me laissant la charge de veiller sur Étienne. Mon cadet de 3 ans. Étienne avait tout. Le charme. L'intelligence vive. Cette facilité insolente à charmer le monde. Moi, j'avais le devoir. J'avais sacrifié mes rêves d'artiste pour reprendre le cabinet familial. Travailler jour et nuit pour maintenir notre nom au sommet. Étienne, lui, voyageait, collectionnait les conquêtes, vivait de mes largesses sans jamais un merci sincère. Et puis il y avait elle. Camille. Ma Camille. Je l'avais rencontrée lors d'un vernissage à la Galerie Macte. Un soir de printemps où la Seine scintillait sous les lumières des ponts. Elle était journaliste culturelle au Figaro, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Son rire cristallin qui faisait taire toute la salle. Dès le premier regard, j'ai su qu'elle était la femme de ma vie. Pour la première fois, je me suis senti vivant au-delà du devoir. Nous avons vécu 2 ans de bonheur absolu. Des dîners aux chandelles sur le toit de notre appartement du Marais. Des promenades main dans la main le long des quais. Des nuits où nos corps se confondaient comme si le monde extérieur n'existait plus. Je lui avais tout donné, mon temps, mon argent, mon âme. J'avais même accepté qu'elle continue à voir Étienne de temps en temps. Parce qu'il est ton frère. Et qu'il a besoin de repères. Disait-elle avec cette douceur qui me désarmait. La trahison a été lente. Insidieuse. D'abord des regards trop longs entre eux quand nous dînions tous les 3. Puis des messages que Camille effaçait précipitamment quand je rentrais plus tôt que prévu. J'ai mis ça sur le compte de la paranoïa. Après tout, Étienne était mon frère. Le sang ne ment pas. Mais un soir, en rentrant d'un procès épuisant, j'ai trouvé l'appartement vide. Sur la table de la cuisine, une lettre de Camille, Alexandre. Je suis désolé. Je pars avec Étienne. Je l'aime depuis toujours. Mais je n'osais pas me l'avouer. Pardonne-moi. Le monde s'est écroulé. J'ai appelé Étienne. Il a répondu. Calme. Presque amusé, grand frère. Il fallait que ça arrive. Camille et moi. C'est une évidence. Tu comprendras un jour. Je n'ai pas compris. J'ai sombré. Pendant des mois. J'ai erré dans Paris comme un fantôme. Le cabinet a failli couler. Je ne travaillais plus. Ne dormais plus. J'ai commencé à boire. À fréquenter des bars sordides du 18e où personne ne me reconnaissait. J'ai même songé au suicide. Debout sur le pont Alexandre III. Regardant l'eau noire couler sous mes pieds. C'est là que j'ai rencontré Victor Langlois. Victor était un ancien policier. Reconverti en détective privé après un scandale qui l'avait forcé à quitter la PJ. Il traînait souvent dans ses bars. Cherchant des clients parmi les âmes perdues. Un soir, alors que j'étais ivre, je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit simplement, je peux vous aider à savoir la vérité entière. Mais ça coûtera cher. J'ai payé. Sans hésiter. Ce que Victor a découvert m'a anéanti une seconde fois. Camille et Étienne ne s'étaient pas rencontrés par hasard dans ma vie. Tout avait été calculé. Étienne, endetté jusqu'au cou à cause de son train de vie extravagant, jeu d'argent à Deauville. Maîtresses entretenues, avait besoin d'argent rapidement. Notre père, avant de mourir, avait modifié son testament. La majeure partie de l'héritage revenait à l'aîné. Moi, avec une clause protectrice pour Étienne, une rente mensuelle. Mais pas plus. Étienne avait convaincu Camille, qu'il connaissait depuis la fac, de me séduire. Le plan était simple, elle gagne ma confiance. M'épouse. Et ensuite, par un divorce bien orchestré, elle récupère une partie substantielle de ma fortune, qu'elle partage avec lui. Mais Camille était tombée vraiment amoureuse de moi. Elle avait hésité, voulu tout arrêter. Étienne l'avait menacée, il détenait des photos compromettantes d'elle, prises lors d'une soirée arrosée des années plus tôt, qui pouvaient ruiner sa carrière de journaliste. Elle avait cédé. Quand elle a voulu me tout avouer, Étienne l'a forcée à partir avec lui, prétextant que sinon, il diffuserait tout. Il vivait maintenant dans un appartement luxueux du 16e.
financé par l'argent que j'avais continué à verser à Étienne, par affection fraternelle. Pensant l'aider. Victor m'a montré les preuves, email, enregistrement, relevé bancaire. À la fin de son rapport, il m'a demandé « Que allez-vous faire ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Mais au fond de moi, quelque chose s'était brisé définitivement. La haine pure, froide, avait pris possession de mon âme. Les mois suivants ont été une descente méthodique dans les abysses. J'ai recommencé à travailler, mais plus avec la même passion. Chaque dossier gagné était une arme de plus dans mon arsenal. J'ai vendu l'appartement du Marais, acheté un pantouz immense à Washington DC, un caprice, une fuite, mais surtout un alibi parfait pour ce qui allait suivre. J'ai dit à tout le monde que j'en avais assez de Paris, des souvenirs, que j'allais recommencer à zéro aux États-Unis. Étienne a appelé quand il a appris. Un pantouz à DC, tu es devenu fou. Alexandre, ça coûte une fortune. Sa voix tremblait, pas d'inquiétude pour moi, mais de jalousie pure. Je lui ai répondu calmement, j'ai économisé. Et puis, j'ai besoin de changer d'air. Il a ri, nerveux. Tu vas nous manquer. Camille aussi le dit. Camille. Entendre son nom m'a fait l'effet d'un coup de poignard. J'ai raccroché. En réalité, le pantouz était un leurre. Je n'y ai jamais mis les pieds plus de quelques semaines par an. J'étais resté à Paris, tapi dans l'ombre, observant. Victor m'aidait toujours. Nous avons monté un plan. D'abord, isoler Étienne financièrement. J'ai stoppé la rente mensuelle, prétextant des difficultés avec le cabinet. Il a paniqué, appelé, supplié presque. Frère, tu ne peux pas me faire ça, on est du même sang. Je lui ai répondu, le sang ne paie pas les dettes. Étienne, débrouille-toi. Camille a essayé de m'appeler aussi. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai commencé à répandre des rumeurs discrètes dans les cercles qu'il fréquentait, dettes de jeux impayées, chèques en bois. Ses amis se sont éloignés les uns après les autres. Étienne a commencé à boire plus, à se disputer violemment avec Camille. Victor me rapportait tout. Un soir, il m'a apporté une nouvelle bombe. Camille était enceinte. 2 mois. Elle l'avait découvert juste avant de partir. Elle n'avait rien dit à Étienne, terrifiée à l'idée qu'il la force à avorter ou pire. Elle voulait me le dire. Mais Étienne la surveillait constamment. Mon enfant. Dans le ventre de la femme qui m'avait trahi. Avec l'homme qui m'avait tout volé. La rage m'a submergé comme une vague. J'aurais pu tout arrêter là. Révéler la vérité. Récupérer Camille. Élever mon enfant loin de cette folie. Mais non. La trahison était trop profonde. L'humiliation trop grande. Je voulais qu'ils souffrent comme j'avais souffert. J'ai décidé de les détruire lentement. Méthodiquement. Première étape, faire croire à Étienne que Camille le trompait. Victor a engagé une actrice. Une jeune femme ressemblant vaguement à Camille. Pour se faire voir en sa compagnie dans des hôtels discrets. Photo floue, mais suggestive. Envoyée anonymement à Étienne. Il est devenu paranoïaque. Les disputes ont dégénéré en violence. Camille, enceinte, terrifiée, a commencé à faire ses valises en secret. Victor me l'a dit, elle veut vous contacter. Elle est prête à tout avouer. Je lui ai répondu, empêchez-la. Pour l'instant. Je voulais qu'elle touche le fond. Elle aussi. Puis est venu le moment de la confrontation fraternelle. J'ai invité Étienne à dîner dans un restaurant étoilé de la Tour Eiffel. Pour enterrer la hache de guerre. Lui ai-je dit. Il a accepté. Désespéré. Pensant pouvoir me manipuler à nouveau. Ce soir-là. Il était nerveux. Les yeux rougis par l'alcool. Alexandre. J'ai merdé. Je sais. Mais Camille. Elle me rend fou. Je crois qu'elle voit quelqu'un d'autre. Je l'ai laissé parler. Verser ses soupçons. Puis j'ai dit calmement, tu sais, Étienne, j'ai toujours su pour votre plan. Dès le début. Son visage s'est décomposé. Quoi? Comment. Victor Langlois. Un excellent détective. Il a blêmi. Écoute. Frère. On peut s'arranger. L'argent. Je te le rendrai. Tout. J'ai souri froidement. Il ne s'agit plus d'argent. Il s'agit de justice. Il a voulu partir. Je l'ai retenu par le bras. Attends. J'ai une proposition. Je lui ai parlé du pantouz ADC.
Viens avec moi. On recommence à zéro. Tous les deux. Comme avant. Il m'a regardé. Méfiant. Mais l'espoir a brillé dans ses yeux. Il n'avait plus rien à perdre. Il a accepté. Camille, laissée seule, a sombré dans la dépression. Mais je n'en avais pas fini. Étienne est arrivé à Paris-Orly un matin de novembre. Valise à la main. L'air d'un homme traqué. Je l'attendais. Costume impeccable. Sourire de façade. Bienvenue. Petit frère. Il m'a serré dans ses bras. Trop fort. Comme un noyé s'accroche à une bouée. Dans la voiture qui nous menait vers mon prétendu nouveau départ. Il n'a pas arrêté de parler. Excuses. Promesses. Justifications. Je l'écoutais sans l'interrompre. Nous avons dîné dans l'appartement que j'avais loué temporairement à Neuilly, un lieu neutre. Sans souvenir. Là, je lui ai servi son vin préféré. Un Château Margaux 2005. Il buvait goulûment, cherchant à noyer sa culpabilité. Vers minuit. Il était ivre. Alexandre. Pour Camille. Je suis désolé. Vraiment. Elle n'était pas heureuse avec toi. J'ai serré les dents. Et maintenant? Il a haussé les épaules. Elle est enceinte. Mais je ne sais pas si c'est de moi. Avec toutes ces cachotteries. J'ai failli le frapper. Mais je me suis contenu. Et si c'était de moi? Il a ri. Nerveux. Impossible. Oh. On prenait nos précautions. J'ai sorti les analyses ADN que Victor avait obtenues clandestinement via un contact à la maternité. L'enfant était de moi. Étienne a pâli. Tu savais? Depuis le début. Il s'est levé. Chancelant. Écoute. On peut arranger ça. Je la quitte. Tu la récupères. On oublie tout. J'ai secoué la tête. Trop tard. Cette nuit-là, je l'ai laissé dormir dans la chambre d'amis. Le lendemain, je lui ai annoncé que je retournais à DC plus tôt que prévu. Viens avec moi. Immédiatement. Il a hésité. Puis accepté. Mais avant, j'avais un dernier coup à porter à Paris. Camille. Je l'ai fait suivre par Victor. Elle vivait dans un petit studio à Montmartre. Miserable. Enceinte de 7 mois. Elle pleurait souvent. Seule. Victor m'a dit qu'elle avait tenté de se suicider une fois. Échec. J'aurais pu avoir pitié. Mais la haine était plus forte. J'ai envoyé une lettre anonyme à la rédaction du Figaro, photo d'elle ivre des années plus tôt. Avec la mention « Votre journaliste vedette a des squelettes dans son placard ». Elle a été licenciée sur le champ. Puis j'ai fait bloquer ses comptes bancaires via des procédures que seul un avocat comme moi pouvait orchestrer. Elle n'avait plus rien. Plus personne. Sauf l'enfant. Mon enfant. Quand Étienne et moi avons pris l'avion pour Washington, j'ai regardé Paris s'éloigner par le hublot. Je me suis juré que ce n'était qu'un début. À DC, je l'ai installé dans le Penthouse. Luxueux. Impersonnel. Il s'émerveillait comme un enfant. Merci. Frère. Tu me sauves la vie. Yesauris. Mais chaque soir, je versais dans son verre une dose infime d'un poison lent. Indétectable. Que Victor m'avait procuré via des contacts dans le milieu médical. Pas assez pour tuer rapidement. Juste assez pour l'affaiblir. Jour après jour. Il a commencé à maigrir. À tousser. À avoir des vertiges. Je ne me sens pas bien. Alexandre. Peut-être le décalage horaire. Je le veillais. Attention. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Pendant ce temps, à Paris, Camille accouchait seule. Une petite fille. Ma fille. Elle l'a prénommée Léa. Victor m'envoyait des photos. Elle était magnifique. Et Camille était brisée. Je savourais chaque rapport. Mais Étienne, sentant sa fin approcher, a commencé à parler dans son délire. Il confessait tout, le plan initial. Les menaces. Mais aussi quelque chose de pire. Alexandre. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Mais papa. Avant de mourir. Il m'a tout dit. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Le testament. Il y avait une clause secrète. Si tu mourais sans enfant. Tout me revenait à moi. J'ai blêmi. Tu avais prévu de me tuer? Il a rifaiblement.
Pas au début. Mais après. Quand Camille est tombée enceinte de toi. J'ai pensé. Un accident. La révélation m'a glacé. Mon propre frère avait envisagé mon meurtre. La haine a atteint son paroxysme. J'ai augmenté la dose. Il est mort 3 jours plus tard. Officiellement, crise cardiaque due à un vice caché. J'ai rapatrié le corps à Paris. Aux obsèques. Camille était là. Avec Léa dans les bras. Elle m'a regardé. Les yeux pleins de larmes. Alexandre. Je suis tellement désolé. J'ai pris Léa dans mes bras pour la première fois. Elle était chaude. Vivante. Mon sang. Et j'ai murmuré à Camille, c'est fini. Mais ce n'était pas fini. De retour à Paris, après l'enterrement, j'ai proposé à Camille de revenir vivre avec moi. Dans l'ancien appartement familial. Renove. Purifié de ses fantômes. Elle a accepté. Brisée. Sans force pour refuser. Leah Grandisate. Magnifique. Avec mes yeux et le sourire de sa mère. Pendant 1 an, nous avons vécu comme une famille. Camille essayait de se racheter, cuisine. Attentions. Nuit où elle se donnait corps et âme pour expier. Mais je ne pardonnais pas. Chaque sourire était calculé. Chaque caresse. Un mensonge. Je la laissais croire que je reconstruisais. En réalité, j'attendais le moment parfait. Victor continuait à travailler pour moi. Il avait découvert autre chose. Camille, dans sa détresse, avait écrit des lettres. Des lettres à un ancien amant. Un collègue journaliste. Lui confiant qu'elle envisageait de me quitter à nouveau. De partir avec Léa aux États-Unis. De recommencer loin de tout. Elle n'avait jamais envoyé ces lettres. Mais elle existait. Preuve qu'au fond, elle n'avait pas changé. Je les ai lues une nuit. Pendant qu'elle dormait. La rage est revenue. Intact. J'ai décidé que le temps de la vengeance finale était venu. J'ai commencé à empoisonner Camille aussi. Lentaiment. Elle a commencé à s'affaiblir. Fatigue chronique. Vertiges. Perte de mémoire. Les médecins parlaient de dépression postpartum sévère. Elle pleurait souvent. Me suppliant, Alexandre. Aide-moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je la consolais. Hypocrite. C'est le stress. Mon amour. Repose-toi. Léa avait 3 ans maintenant. Elle m'appelait papa. Et je l'aimais. Vraiment. C'était le seul être pur dans cette histoire. Un soir. Camille. Dans un éclair de lucidité. M.A. confront. Alexandre. C'est toi. N'est-ce pas, ce que j'ai? Ce n'est pas naturel. J'ai nié. Bien sûr. Mais elle avait peur. Elle a commencé à cacher des affaires. À préparer une fuite. Victor me l'a dit. J'ai accéléré le processus. Elle est tombée dans le coma 2 semaines plus tard. À l'hôpital. Les médecins ne comprenaient pas. Poison rare. Indétectable dans les analyses standards. Elle est restée dans le coma pendant des mois. Léa me demandait, où est maman? Je répondais, elle est très fatiguée. Elle dort beaucoup. Et puis un jour, Camille s'est réveillée. Miraculiament. Mais avec des séquelles irréversibles. Paralysie partielle. Trouble de la mémoire. Elle ne se souvenait plus de la trahison. Ni du plan. Ni même d'Étienne parfois. Elle me regardait avec des yeux d'enfant. Alexandre. Tu es mon mari? J'ai dit oui. Et j'ai pris soin d'elle. Comme une punition éternelle. Elle vivait. Mais prisonnière de son propre corps. Dépendante de moi pour tout. Et Léa grandissait. Aimant son père plus que tout. J'avais gagné. Ou presque. Car un jour, Victor est venu me voir. Grave. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Il m'a tendu un dossier. Des analyses ADN récentes. Léa n'était pas de moi. Elle était d'Étienne. Camille avait menti. Même sur ça. La trahison ultime. Tout ce pourquoi j'avais souffert. Detroit. N'était qu'un mensonge de plus. J'ai regardé Léa jouer dans le jardin. Elle riait. Innocente. Et j'ai compris que la vengeance n'avait pas de fin. La révélation m'a plongé dans un abîme plus profond que tous les précédents. Leah. Cet enfant que j'avais aimé comme la mienne portait le sang d'Étienne exclusivement. Camille. Même dans sa faiblesse, avait réussi à me mentir jusqu'au bout.
Victor m'a expliqué, les premières analyses, celles obtenues clandestinement, avaient été truquées. Par qui? Par Camille elle-même, qui avait corrompu un laborantin pour protéger Étienne. Elle avait toujours choisi mon frère. Même enceinte. Même en me quittant. Même en revenant. J'ai confronté Camille. Elle était dans son fauteuil roulant, près de la fenêtre donnant sur la Seine. Pourquoi? Elle m'a regardé. Les yeux vides au début. Puis une lueur de mémoire est revenue. Parce que je l'aimais. Vraiment. Toi. Tu étais le devoir. Lui. La passion. Les mots m'ont transpercé. Et Léa. Elle est d'Étienne. Toujours été. J'ai voulu la tuer là. Sur place. Mais je me suis contenu. À cause de Léa. L'enfant grandissait. Belle. Intelligent. Elle m'adorait. Et moi, malgré tout, je l'aimais. Plus que ma propre vie. J'ai décidé de garder le secret. De continuer à jouer le rôle du père. Mais la haine bouillonnait. J'ai recommencé à planifier. Cette fois, contre le destin lui-même. J'ai engagé les meilleurs avocats pour modifier mon testament. Tout irait à Léa. Rien à Camille. Et j'ai commencé à écrire mes mémoires. Un récit complet de toute l'histoire. À publier après ma mort. Pour que le monde sache. Pour que Léa sache un jour. Camille sentait que quelque chose changeait. Elle essayait de se rapprocher. De regagner ma confiance. Mais je la tenais à distance. Un soir, elle a fait une crise. Elle a crié, « Tu me punis encore. Tu ne pardonneras jamais. » Léa a entendu. Elle est venue. Effrayée. Papa. Pourquoi maman crie? Je l'ai prise dans mes bras. Parce qu'elle est fatiguée. Maquerie. Cette nuit-là, Camille a fait une overdose de médicaments. Intentionnelle ou non, on ne saura jamais. Elle est morte à l'hôpital. Seule. J'ai organisé des obsèques discrètes. Léa a pleuré. Moi pas. Et puis la vie a continué. Léa et moi. Dans l'appartement haussmannien. Elle grandissait, devenant une jeune femme brillante. Elle voulait devenir avocate. Comme moi. Je l'encourageais. Mais au fond, la question me rongeait, lui dire la vérité ou non. Un jour, à ses 18 ans, elle a trouvé les mémoires. Je les avais cachées. Mais pas assez bien. Elle les a lus. En entier. Puis elle est venue me voir. Les yeux pleins de larmes. Papa. C'est vrai, tout ça? J'ai hoché la tête. Oui. Elle m'a regardé longuement. Tu as tué mon vrai père? Tu as empoisonné ma mère? Oui. Silence. Puis elle a dit, il le méritait. Je l'ai regardé. Stop fate. Tu ne m'aimes pas? Elle a secoué la tête. 2M as a levy. 2M as Amy. Il m'aurait détruite. Elle m'a pris dans ses bras. Je t'aime. Papa. Et là, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Les années ont passé. Léa est devenue une avocate brillante. Reprenant le cabinet familial avec une détermination que je reconnaissais, la mienne. Nous vivions en harmonie. Un duo inséparable dans ce Paris qui nous avait tout pris et tout donné. Mais le passé ne meurt jamais complètement. Un jour, un journaliste a retrouvé trace des rumeurs anciennes. Un article est paru, Le mystère des Duval, fratricide ou accident. Les vieilles affaires ont été rouvertes. Victor, Violescent. a craqué sous la pression. Il a tout avoué à la police. Moi, l'empoisonneur. Moi, le vengeur. Le procès a été le plus médiatisé de l'année. La France entière s'est divisée. Certains me voyaient comme un monstre. D'autres comme une victime qui avait rendu justice. Léa a témoigné en ma faveur. Mon père m'a sauvé. Il a protégé l'innocente que j'étais. Mais la loi est la loi. J'ai été condamné à perpétuité. En prison, j'ai écrit la fin de cette histoire. Léa vient me voir chaque semaine. Elle m'apporte des nouvelles du monde extérieur. Du cabinet qui prospère. De sa vie amoureuse naissante. Et un jour, elle m'a annoncé, je suis enceinte. J'ai souri. Un garçon ou une fille? Une fille. Je l'appellerai Camille. Pour clore le cycle. J'ai hoché la tête. Le cycle.
vengeance, trahison, amour, pardon. Tout se répète. Ou peut-être pas. Car Léa, elle, choisira autrement. Je l'espère. Dans ma cellule. Je regarde parfois par la petite fenêtre. Paris au loin. Et je pense que finalement, la vengeance ne libère pas. Elle enchaîne. Mais pour Léa, j'aurais tout refait. Tout. Même le pire. Parce que l'amour, parfois, prend des formes monstrueuses. Et que le sang, même impur, peut devenir sacré. Fin.